Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire que nous avons créé sur le Brexit, évidemment, actualité brûlante. Voici le sommaire que nous allons aborder aujourd'hui. Un petit point sur la stratégie internationale et puis ensuite un volet sur l'ensemble des mesures nouvellement en vigueur ou des modifications de mesures préalablement existantes. TVA, droits de douane et frontières, et ensuite immigration. Quelques chiffres pour vous rappeler peut-être un panorama général sur qui nous sommes. Donc Orcom en quelques chiffres, 80 millions de chiffre d'affaires, un peu plus de 800 collaborateurs, un maillage territorial français dense, 25 implantations et surtout dans 7 régions principales, dont la région Centre, la région Île-de-France. Et puis enfin, depuis quelques années maintenant, une implantation internationale, 4 sites en Chine, 3 sites aux États-Unis et un site en Angleterre qui est à l'honneur aujourd'hui. Au-delà des chiffres, les marques, Orcom, Actiforce, Stratorial et H3P, Orcom, expertise comptable et conseil, Actiforce, l'environnement RH, l'entrée, de la recherche à l'entrée et puis malheureusement aussi jusqu'à la sortie, alors notamment dans le cadre de PSE qui peuvent être eux aussi d'une triste Stratorial pour le secteur public et H3P pour l'environnement du Financial Advisory. Et les personnes, enfin, notamment qui composent l'international, Youssef Benali, associé Orcom H3P UK, une entité d'une dizaine de personnes qu'il dirige avec son associé Philippe Jones. Les États-Unis, Frédéric Blanchard et Salomon Capetas. Nous sommes implantés avec 40 personnes dans 3 villes, San Francisco, Boston et New York, New York étant l'implantation principale. Marco Damor, Gabriel Ebendi et Romain Cassi en Chine, autour de 65 personnes, implantés à Pékin, Shanghai, Canton et Hong Kong, avec Shanghai comme principal bureau. Et enfin à Paris, où une équipe dédiée aux problématiques internationales, que ce soit à l'implantation européenne ou aussi au conseil aux entreprises françaises qui se tournent vers l'international, avec une cinquantaine de personnes autour de Jean-Benoît Monnet, Elisabeth Maury, Nicolas Coquille et votre serviteur Xavier Poulet-Goffard. Au-delà de nos implantations, on s'appuie aussi sur des partenaires de grande proximité, des best friends. Ce sont des cabinets qui ne sont pas membres des réseaux institutionnels que nous côtoyons, mais qui sont au travers des relations professionnelles des différents associés, des cabinets avec qui nous avons depuis longue date tissé des relations de confiance. Et les 2 réseaux dont nous sommes membres, BKR International avec une couverture monde, et Globally qui regroupe des cabinets de taille intermédiaire implantés dans des zones géographiques stratégiques et qui nous permet d'être en très grande proximité et très grande réactivité. Et enfin, nos services, nous nous intéressons principalement aux entreprises, que ce soit l'accueil à l'implantation ou la structuration de l'implantation, qu'on appelle l'International Support, le Corporate Advisory, c'est tout le métier du conseil autour de l'international, changement de référentiel comptable, organisation de systèmes comptables et reporting, structuration de l'opération stratégique d'implantation, l'internationalisation dans son domaine du conseil, les prix de transfert, avec un axe spécifique pour ma part, puisque c'est un domaine de recherche. Je suis effectivement, plus d'être expert comptable et commissaire aux comptes et dirigeant de l'environnement international chez Orcom, je suis également chercheur à l'Université de Nice sur ce domaine des prêts de transfert. Et enfin, le monde de l'audit, qu'il soit légal ou contractuel, toujours sur les relations internationales. Par ce biais et par le biais des entreprises, nous sommes aussi amenés à évidemment traiter de la mobilité des personnes autour du RH et autour aussi parfois de la fiscalité personnelle des impatriés et expatriés. Alors,
Le thème d'aujourd'hui, le Brexit. On souhaitait également, dans le cadre d'une introduction, vous présenter un peu notre marque de fabrique d'accompagnement à l'international. On a structuré en fait une approche, le plan d'action stratégique, qui permet en fait à chaque projet d'implantation d'enclencher un mode projet. Ça nous semble évidemment assez fondamental pour ne pas que l'idée reste finalement dans un tiroir et pour que ensuite on puisse dérouler chacune des étapes stratégiques. Vous le voyez, il se compose de 5 étapes. La réflexion amont, par soit d'un mimétisme d'un concurrent ou d'une entreprise qu'on a pu côtoyer dans un environnement professionnel, qui s'est elle-même implantée dans un pays, et on se dit que compte tenu qu'on appartient au même secteur, eh bien, ce pays pourrait être une destination de choix. La rédaction du plan stratégique, on va le voir par la suite de quoi il se compose. La recherche des ressources complémentaires, des équipes, du financement ou des réseaux de distribution ou des réseaux de consultants clés. Et enfin, la mise en œuvre concrète de l'implantation ou de l'exportation. Et enfin, la sécurisation et le déploiement, et qui recouvre aussi un volet organisationnel, notamment dans l'aspect gestion et reporting. Ce plan d'action stratégique, il repose sur plusieurs facteurs clés, 5, pour être précis. Le premier, c'est d'abord de définir le pourquoi. Pourquoi je choisis de m'implanter dans ce pays? Est-ce que c'est... Donc là, on est dans l'étape de la réflexion amont. Pourquoi je choisis ce pays? Est-ce que c'est justement par mimétisme? Et ce n'est pas un mal, ça peut être une raison tout à fait valable. Parfois, il peut être tout à fait opportun d'être un peu suiveur sur un marché lorsqu'on identifie encore des parts de marché à prendre. Donc, certaines entreprises par secteur sont allées à une époque s'implanter en Chine pour faire fabriquer moins cher. Bah, c'était aussi une stratégie à suivre, par exemple. Donc, c'est tout à fait pertinent de le retenir dans la réflexion et dans la qualification du pourquoi. Ça peut être aussi à des fins de prise de part de marché, parce qu'on sent qu'un pays est en train d'émerger, donc on veut être le premier sur place. Il faut définir le pourquoi. Est-ce que c'est à des fins industrielles? Est-ce que c'est à des fins commerciales? Là aussi, c'est très important. Est-ce que je vais chercher des fournisseurs? Est-ce que je vais chercher plutôt, est-ce que j'ai besoin de ressources humaines? Certains groupes étrangers viennent en France pour la qualité de leurs ingénieurs et de leurs chercheurs, par exemple. Donc, en définissant le pourquoi, on peut définir le où. C'est le deuxième facteur clé, répondre à la question du où, et on ne peut pas le faire avant. Est-ce que c'est des zones en forte croissance? Est-ce que ce sont des zones à bas coût? Est-ce que ce sont des zones où le climat de consommation est très porteur? C'est autant de questions qu'il faut poser dans la réflexion. Et ensuite, élaborer le comment. Le comment qui, là, est vraiment l'étape de structuration du plan stratégique, avec un volet financier, un volet organisationnel, un volet RH, incarner les projets autour des personnes. Est-ce que c'est un projet de mobilité que je vais proposer à un de mes dirigeants, à un de mes cadres? Est-ce que je vais devoir recruter avec donc une intégration spécifique? Quels outils je vais devoir employer pour faire fonctionner mon entreprise de fait deviendra internationale, donc avec des contraintes financières, avec des contraintes aussi fiscales, comptables, et avec un besoin de reporting, puisque la distance doit être compensée par un reporting plus intense pour évidemment maintenir une grande proximité malgré la distance géographique, et donc donner des outils de pilotage pertinents. Enfin, le quatrième facteur clé, évidemment, bien s'entourer. Les recommandations intrasectorielles sont fondamentales. On le voit souvent auprès de clients lorsqu'ils nous recommandent à leur propre legs de réseau sectoriel. Eh bien, ça veut dire qu'il y a aussi des projets qui ont réussi avant avec le contact ou le consultant ou le fournisseur ou le distributeur. Donc la recommandation est là fondamentale. Donc, c'est vrai qu'il faut être souvent en veille. On est également capable, nous, en tant que cabinet, de recommander, parce qu'on s'inspire beaucoup des expériences réussies par nos clients, de recommander à un client qui souhaite s'implanter pour la première fois aux États-Unis dans un secteur spécifique,
eh bien, le nom d'un distributeur, le nom d'un bailleur, le nom d'un fonds d'investissement, le nom d'un incubateur avec lequel on a une expérience réussie avec un autre client. Et puis enfin, le cinquième facteur clé, qui tombe un peu sous le sens, mais on s'aperçoit par l'expérience qu'il est rarement appliqué, c'est stick to the plan. Une fois qu'un plan est bien ficelé, il faut l'appliquer. Pas changer de paramètres en cours de route. Aller jusqu'au bout de la démarche. Et si le plan devait, à un moment donné, se révéler finalement moins pertinent dans la réussite du projet ou dans la réalisation du projet, savoir amender le plan en fonction du résultat concret de la mise en œuvre de l'implantation. Par exemple, on s'attend à une distribution qui va apporter plus 50% de chiffre d'affaires. Finalement, on est à plus 20. Mais il faut aller jusqu'à ce plus 20 pour constater les limites peut-être d'une hypothèse ou au contraire améliorer une pénétration marché. C'est-à-dire qu'il faut aller vraiment jusqu'au bout de la démarche et ensuite s'inspirer du résultat pour éventuellement le mettre à jour. L'impact Covid sur la démarche internationale, elle est aussi à prendre en compte. Le Covid est un phénomène révélateur des forces et faiblesses préexistantes. Avec un peu de recul maintenant, on s'en aperçoit tous. C'est aussi une phase d'opportunité. Les crises font naître des bonnes affaires. C'est aussi une phase de solidité. La trésorerie est au centre du jeu. Ceux qui avaient les reins solides peuvent aussi peut-être prendre entre guillemets de l'argent pas cher pour investir plus vite, ce qui peut ensuite amener des phases d'accélération pour justement les acteurs solides d'un secteur défini et pénétrer un marché qu'ils avaient peut-être du mal à pénétrer à un moment donné. Et face à des concurrents qui, eux, sont un peu plus fragiles, récupérer des parts de marché ou au contraire distancer les concurrents. On sait aussi que dans cette période, les phases de fusion-acquisition sont extrêmement denses. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ces raisons-là, parce que, eh bien oui, ça révèle la solidité des acteurs et donc ça révèle aussi la capacité des uns et des autres à investir et à se saisir d'opportunités. Le Brexit est évidemment, là aussi, un élément clé. Nous allons y venir dès maintenant. Comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier 2020. Donc, c'est une période de transition qui s'étend jusqu'en décembre et avec un accord commercial conclu avec l'UE le 24 décembre. Je vais passer la main à Youssef qui va vous expliquer maintenant tout en détail. Youssef, c'est à toi. Tu vas voir mon écran, Xavier? Oui, par contre, il faut que tu mettes en plein écran. Super. Parfait. Bon, bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir pris le temps d'assister à notre webinaire sur le thème du Brexit. Donc, comme Xavier vient de l'évoquer, comme vous le savez tous, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020, donc ça fait pile poil quasiment un an, après une période de transition s'étendant jusqu'au 31 décembre de la même année, c'est-à-dire décembre dernier. Un accord commercial a été signé avec l'Union européenne le 24 décembre 2020, donc vraiment à la dernière minute, et donc laissant une petite semaine aux entreprises pour s'adapter aux nouvelles règles. Bien évidemment, la sortie du Royaume-Uni a de fortes conséquences sur le commerce et la libre circulation des personnes en Europe et dans le monde. Et là, j'insiste un petit peu, je m'arrête sur le point dans le monde parce qu'on a tendance à penser que les conséquences du Brexit, c'est vraiment en Europe, c'est une problématique européenne, mais non, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment mondial. Parce que si je prends l'exemple de l'entreprise japonaise ou américaine qui se sont installées au Royaume-Uni pour s'attaquer au marché européen, et ben, ils ont les mêmes problématiques maintenant que tout le monde. Et le vers, c'est vrai aussi. Ces mêmes entreprises qui se sont installées en Europe pour attaquer le marché continental et le Royaume-Uni, et ben pareil, ils ont les mêmes problématiques. Donc, l'impact est assez global, en fait. Donc, dans cette présentation, on va se limiter à trois aspects. D'abord, les conséquences et les nouvelles règles sur la TVA, les droits de douane et l'immigration.
Un point assez important, bien évidemment, l'impact du Brexit s'étale à beaucoup de sujets et de thèmes que ce que je viens de citer, notamment les structures de groupe et les régimes fiscaux, notamment l'intégration fiscale. Ces éléments-là ne vont pas être traités dans cette présentation parce qu'il faut vraiment les voir sous la lumière des conventions bilatérales entre l'Union européenne ou les pays membres de l'Union européenne et l'Angleterre, parce qu'il y a des conventions avec chaque pays, indépendamment du reste de l'Union. D'abord, un petit point sur la terminologie qui a changé depuis le 1er janvier 2021. Donc, toutes les marchandises qui arrivent au Royaume-Uni en provenance des pays de l'Union européenne ou des pays tierces sont classées comme importations. Et donc, la notion de flux intracommunautaire n'existe plus entre le Royaume-Uni et l'Europe, à l'exception, bien évidemment, de l'Irlande du Nord, où les flux entrants continueront à être traités comme des flux intracommunautaires en raison des protocoles de l'Irlande du Nord. Il y a un accord particulier qui couvre l'Irlande du Nord. De la même manière, les exportations qui quittent le Royaume-Uni, à l'exception toujours de l'Irlande du Nord, sont classées comme des exportations et pas des expéditions ou des flux intracommunautaires. Une petite précision, dans le cadre de cette présentation, on va se limiter à la réglementation en Grande-Bretagne, donc qui de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Royaume-Uni moins l'Irlande du Nord, vu que cette dernière est couverte par des traités, par un accord bilatéral qui la garde dans le sphère de l'Union européenne et donc ils sont alignés sur les règles européennes. Donc, pour les déclarations et paiement de la TVA, donc à partir du 1er janvier de cette année, il y a un principe de base, c'est que les entreprises qui importent et exportent au Royaume-Uni devraient demander obligatoirement un numéro IORI et sont enregistrés à la TVA. Le IORI, il est forcément obligatoire, le TVA, c'est au cas par cas, mais il est fortement recommandé parce que sinon, il y a un coût énorme au manquement d'enregistrement. Et donc, toutes les importations aujourd'hui, que ce soit des membres de l'Union ou en dehors de l'Union, seront traités de la même manière. La TVA et les droits de douane étant payables à l'arrivée des marchandises en Grande-Bretagne. Ça, c'est la règle de droit commun. Les marchandises arrivent au port britannique et donc il faudra payer les droits de douane, s'il existe, et la TVA au moment de l'arrivée. Néanmoins, les importateurs européens qui sont enregistrés à la TVA, ils ont la possibilité de différer leur déclaration. Cela signifie qu'ils n'auront pas à payer leur TVA ou à la déclarer au moment de l'arrivée des marchandises au port. En revanche, ils peuvent la déclarer sur leur déclaration trimestrielle. Le traitement de la TVA va être très similaire à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'autoliquidation. Donc, vous allez collecter et déduire la TVA en même temps et donc vous aurez un taux effectif de 0%. Et donc, c'est vraiment cette modalité de paiement est une aide à la trésorerie pour les importateurs enregistrés à la TVA. Pour les importateurs qui ont fait le choix de ne pas s'enregistrer à la TVA, et donc pour ces gens-là, ces entreprises-là, ils doivent impérativement payer la TVA au moment de dédouanement. Premier point. Deuxième point, ils n'auraient pas le droit de récupérer cette TVA. Elle n'est pas récupérable puisqu'ils ne sont pas enregistrés. Troisième point, et ben, ce coût il est énorme parce que la base de calcul de la TVA n'est pas la valeur des marchandises, mais la valeur des marchandises plus les frais accessoires. Et par frais accessoires, on entend le coût de transport, assurance, courtier, taxes, c'est-à-dire si vous payez des droits de douane, ils rentrent dans la base de calcul de la TVA. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver à payer de la TVA sur une base très, très large que le prix des marchandises et cette TVA n'est pas récupérable. Donc, c'est un coût pur pour l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de s'enregistrer à la TVA, même quand on a l'option de ne pas le faire. Qu'en est-il pour les listes de vente intrastat et les e-sales lists? Bon, les déclarations intrastat pour les entreprises qui étaient tenues de les soumettre pour leur vente à des clients enregistrés à TVA dans les pays membres de l'Union européenne, eh ben, ne sont plus requis à partir de 1er janvier 2021. Autrement dit, ben, quand vous faites des ventes dans les pays européens à partir de l'Angleterre, avant, vous avez l'obligation de faire les déclarations intrastat, et ben, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc vous êtes affranchi de cette obligation. En revanche, pour les déclarations intrastat sur les importations, et ben, ces déclarations sont obligatoires jusqu'à la fin de cette année 2021 et potentiellement au-delà. Pourquoi?
La raison est que la HMRC, ça veut dire le fisc anglais, autorise les importateurs à différer leur déclaration en douane jusqu'au 1er juillet 2021. Et donc, il y a 6 mois où les importateurs n'ont pas l'obligation de faire une déclaration immédiate de leurs importations pour la douane. Et donc, la HMRC se retrouve à se baser sur ces déclarations intrastat pour obtenir des statistiques précises sur les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Donc, il y a un point assez important ici, il y a une petite particularité que seules les déclarations de douane seront reportées au 1er juillet 2021. En revanche, les déclarations de TVA devraient toujours être déclarées en fonction de la date d'arrivée. Donc, il n'y a pas de décalage de TVA. Donc, la TVA, il faudra la déclarer. Si vous êtes enregistré, vous optez pour les déclarations différées, parce que si une option, ce n'est pas le droit commun, alors là, il faudra faire les déclarations sur une cadence trimestrielle. Si vous ne faites pas l'option, il faudra la payer au dédouanement. Donc, il n'y a pas de report pour les déclarations de TVA. Un point assez important à garder en tête. Finalement, pour les ICI Sales List, bon, bah, ces déclarations ne sont plus requises depuis le 1er janvier de cette année. Qu'en est-il des ventes à distance? Donc d'abord, les règles de l'Union européenne sur les ventes à distance vont cesser d'exister au Royaume-Uni. Ils ont déjà cessé d'exister au Royaume-Uni depuis le 1er janvier de cette année. Donc à partir de cette même date, toutes les marchandises qui quittent le Royaume-Uni arrivent dans le pays de l'Union européenne seraient traitées comme une importation de marchandises dans ce pays-là. Et donc, par conséquent, c'est les règles de TVA et de droit d'importation en vigueur dans le pays d'arrivée qui s'appliqueront. Donc, ce ne serait pas une question de TVA anglaise, mais ce sera plutôt une question de TVA européenne en fonction des pays d'arrivée, la France, l'Allemagne ou n'importe quel pays membre de l'Union. À partir de la même date, 1er janvier 2021, les colis de marchandises d'une valeur inférieure ou égale à 135 livres sterling, l'équivalent de 150 € environ, qui sont en dehors du Royaume-Uni, c'est-à-dire la marchandise physique est placée en dehors du Royaume-Uni et qui sont vendues directement aux clients consommateurs en Grande-Bretagne, et donc ils sont soumis à la TVA britannique. Et donc, ceux qui font des ventes à distance, qui envoient leurs colis au consommateur final, il faudra qu'ils gardent un œil sur la valeur des colis. Quand on dit la valeur des colis, ce n'est pas la valeur de la marchandise unique, c'est le total de la commande. C'est-à-dire, si on a 3 articles, le total de ces articles fait 35 livres, il faut charger la TVA. Si le total des 3 articles est en dessous, il n'y a pas de TVA à facturer. Donc, c'est vraiment commande par commande. Il y a une particularité à cette règle qu'il ne s'applique pas aux ventes qui sont faites par l'intermédiaire de plateformes de vente en ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les online marketplaces. C'est-à-dire si la commande est passée via des plateformes comme Amazon, eBay et autres, et ben cette règle ne s'applique pas. Parce que ces ventes qui sont faites à travers ces plateformes-là, c'est la plateforme qui a l'obligation de facturer la TVA au consommateur final et pas le fournisseur. Le fournisseur, il est considéré comme étant fait une opération de vente B2B. Et donc, ce n'est pas au fournisseur de facturer la TVA. Là, on passe à la TVA sur les services numériques. Donc, les entreprises britanniques qui fournissent des services numériques à des consommateurs en dehors du Royaume-Uni, donc, ne seront pas soumis à la TVA britannique. En gros, la vente des services numériques à des pays tiers, que ce soit l'Union européenne ou autres, ne sont pas soumis à la TVA britannique. En revanche, ces mêmes entreprises qui fournissent des services numériques aux consommateurs de l'Union européenne, ils doivent payer la TVA dans ces pays-là. Et donc, ils ont 2 options. Option A, s'inscrire au régime TVA MOS, Mini One Stop Shop. Je pense que on appelle ça en France le guichet unique dans un État membre. Et donc, c'est un bon système parce que ça permet à ces entreprises-là de s'enregistrer dans un seul pays et s'acquitter de la TVA dans le reste des pays membres de l'Union européenne. L'option B, qui est un peu plus compliquée, c'est de s'inscrire à la TVA dans chaque État membre de l'Union où vous fournissez des services numériques à des consommateurs. Donc, si vous faites des ventes dans toute l'Union européenne, il faudra s'inscrire dans 27 pays. Donc, ce n'est pas vraiment pratique. Finalement, les entreprises étrangères, donc étrangères y compris européennes, qui fournissent des services numériques aux consommateurs britanniques doivent soumettre ces services-là à la TVA britannique. Donc, ces entreprises doivent s'enregistrer obligatoirement à la TVA en Grande-Bretagne. Passons au chapitre suivant, c'est les droits de douane et les frontières. Donc, comme vous le savez tous, un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été conclu le 24 décembre dernier. Cet accord a permis
d'éviter les droits de douane sur les marchandises. Donc, au jour d'aujourd'hui, les marchandises peuvent circuler entre les pays membres de l'Union et le Royaume-Uni sans droits de douane. Ça, il faut faire attention parce que cet accord sera réexaminé tous les 5 ans pour garder un œil sur les standards appliqués en Europe et au Royaume-Uni. Et si les autorités constatent qu'il y a un écart dans les standards et dans les législations entre le Royaume-Uni et les pays membres de l'Union européenne, et donc les droits de douane peuvent être introduits assez rapidement. En fait, il n'y a pas de procédure particulière. Au jour au lendemain, on pourra se retrouver avec les droits de douane sur certains produits si les standards divergent. Malheureusement, cet accord n'a pas réussi à éviter les frontières, parce que les frontières, elles sont là, et ces marchandises importées, exportées vers et depuis le Royaume-Uni doivent respecter une procédure administrative de franchissement des frontières. Et pour ce processus-là, j'allais dire, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai, c'est que limite les marchandises sont accessoires dans ce processus-là. Le plus important dans cette démarche, c'est l'information, c'est les données relatives aux marchandises. Comme on dit, le commerce n'est pas une affaire de marchandises, le commerce est une question de données, d'informations. Les marchandises restent dans les entrepôts jusqu'à ce que le traitement de l'information des données permet leur déplacement. Et donc vraiment là, c'est l'information, l'élément clé pour que vous puissiez exporter ou importer des marchandises, c'est préparer l'information et préparer l'information. Pas autre chose, parce que vous pouvez charger vos camions avec les marchandises, ils vont rester dans les douanes, ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas traverser s'il manque un document. Donc, qu'est-ce qu'il faudra préparer pour cette démarche-là? D'abord, il faudra s'assurer que les factures commerciales, vos factures commerciales et celles de vos fournisseurs, que ce soit en fonction de où vous êtes en Grande-Bretagne ou en Europe, qui comportent toutes les informations pertinentes. Comme vous le savez tous, que les factures d'import-export sont différentes des factures de base qu'on fait au consommateur local. Et donc, ça demande beaucoup d'informations, beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. Il faudra s'assurer qu'on a tous ces éléments-là sur les factures. Très, très important. Deuxième point, il faudra convenir des conditions Incoterm avec vos fournisseurs européens ou britanniques en fonction où vous êtes. Ça, c'est très important. Il ne faudra pas juste convenir de ces conditions-là, il faudra les comprendre parce que c'est ça qui détermine vos obligations et vos droits dans ce processus-là. Qui est responsable des marchandises dans le transit, qui doit payer l'assurance, qui doit payer la douane, qui doit s'assurer des transits des marchandises et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là sont conditionnés par l'utilisation de ces Incoterms. Troisième point, il faut vérifier que vous utilisez les bons codes. Il y a des contrôles de base, on sait qu'il y a 8 chiffres pour les exportations et 10 pour les importations. Donc, il est déjà vérifié qu'on a le bon nombre de chiffres, que le code est correct, parce que si ce n'est pas le bon code, eh ben, les marchandises ne vont pas le traverser non plus. Il faudra aussi s'assurer que vos fournisseurs, enfin vous et vos fournisseurs, vous comprenez les différents codes CPC. CPC, ça veut dire Custom Procedure Codes. Il faudra les utiliser correctement. Ces codes-là, c'est un code, mais il donne une information importante à la douane. Ça veut dire, ils vont nous dire que l'export, il est permanent, il est temporaire, des informations comme ça. Et ça, c'est très important parce que ça a des conséquences sur les droits de douane, lorsqu'il y a des droits de douane, sur la TVA, sur pas mal de choses. Donc, il faudra s'assurer que ces codes-là sont corrects et que vous les compreniez. Un point très, très important, il faudra s'assurer que vos entreprises de logistique peuvent non seulement transporter votre fret, mais aussi gérer le processus aux frontières. Pourquoi? On a eu pas mal d'appels de nos clients qui nous disent « Bon, j'arrive pas à recevoir les marchandises et pourtant, j'ai une entreprise de logistique, je les ai payées et tout. » Et bien, le problème, c'est que si vous prenez une bonne, respectable entreprise de logistique, mais qui avait l'habitude de travailler exclusivement avec les 28 pays, aujourd'hui 27 de l'Union européenne, eh ben, ils ne savent pas gérer le nouveau processus parce qu'ils n'ont jamais, il n'y avait jamais une frontière en fait. Ils chargent leurs camions ou leurs bateaux, leurs avions, n'importe, et après ils traversent. Il n'y a pas de souci, il n'y avait pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a un processus, il y a des paperasses à faire, il y a des déclarations à faire. Et ça, ils ne le savent pas. C'est les entreprises qui avaient l'habitude de faire le grand export-import vers les Amériques, vers l'Asie, vers l'Afrique, c'est ces gens-là qui maîtrisent ce système parce que pour eux, c'est une histoire de routine, c'est leur quotidien. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ces entreprises sont super débordées et donc c'est très, très difficile
de les engager. Donc, si vous avez de la logistique à gérer, privilégiez ces entreprises-là. Un autre point assez important, il faudra désigner un agent de douane pour traiter vos déclarations. Il faudra aussi l'autoriser par écrit. C'est très important parce que, en fait, c'est cette personne-là qui va faire toutes les démarches auprès de la douane. Et donc, il faudra qu'il y ait les autorisations pour vous représenter, pour dire à l'administration, bah, écoutez, je représente l'entreprise X. Et ben voilà les déclarations, voilà les documents, voilà tout ce qu'il faut pour préparer le terrain. Comme ça, quand le camion arrive, il peut traverser sans aucun problème. Le dernier point qui est important aussi, essayez toujours d'envoyer vos factures et vos informations au moins 48 heures avant la date de chargement à votre agent. Ça lui laisse le temps de préparer. Si vous envoyez la facture avec le camion, quelque part, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, surtout qu'aujourd'hui, c'est un nouveau processus et donc tout le monde est en train d'apprendre. Le système n'est pas encore standardisé, et donc il y a pas mal de problèmes. Et pour éviter ça, il faut anticiper. Le dernier chapitre dans cette présentation, c'est l'immigration. C'est un sujet assez important aussi parce qu'en fait, quelque part, si on a le Brexit en partie, c'est à cause de l'immigration. Et donc, on s'entendait tous que le Brexit mettra fin à la libre circulation des personnes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce qui est le cas. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus de libre circulation entre le Royaume-Uni et l'Union. Et donc, le Royaume-Uni a mis en place un système d'immigration qui traite tous les demandeurs sur un pied d'égalité, quelle que soit leur origine. Donc, un Allemand, un Russe, c'est la même démarche. Il n'y a pas de différence des points de vue anglais pour l'immigration. Et donc, toute personne que vous souhaitez recruter en dehors du Royaume-Uni, à l'exception des citoyens irlandais, parce qu'il y a une démarche particulière pour les citoyens irlandais, doit remplir certaines conditions et demander une autorisation au préalable. Donc, avant, on envoyait des expats sans aucun problème, ils peuvent commencer à travailler le jour même, ce n'est plus le cas. Bien évidemment, il y a des différentes démarches et procédures en fonction du type de visa, parce qu'il y a plusieurs types d'immigration. Et finalement, l'entreprise en soi qui cherche à embaucher des travailleurs ou des expats étrangers, elle-même doit avoir une autorisation administrative, ce qu'on appelle le sponsor license, qui est donné par le ministère de l'Intérieur, ce qu'on appelle aussi le Home Office. Et donc, cette démarche-là vient, cette autorisation, il faudra l'obtenir. Donc, il y a une démarche à suivre, il y a un coût et il y a aussi un processus à mettre en place au sein de l'entreprise pour suivre ces travailleurs étrangers. C'est pas juste on les embauche et c'est fini. Non, il faut qu'il y ait un officier déclaré quelque part auprès du ministère de l'Intérieur pour suivre ces travailleurs étrangers. Donc, c'est un système qui pourrait potentiellement être assez lourd et coûteux à la fois. La question qui se pose, bah, qu'en est-il des expats qui travaillaient déjà en Angleterre avant le Brexit? Donc, le nouveau système ne s'applique pas aux citoyens de l'espace économique européen ou de la Suisse que vous employez déjà au Royaume-Uni. Donc, ces citoyens-là, qui vivaient au Royaume-Uni au 31 décembre 2020, ainsi que les membres de leur famille, peuvent demander de bénéficier d'un système de settlement scheme qui a été mis en place par le gouvernement. Et ils ont jusqu'au 30 juin de cette année pour le faire. Donc, il reste encore 5 mois pour faire la demande. Donc, on a 3 scénarios pour les citoyens qui vivaient et travaillaient déjà en Angleterre. Ceux qui vivaient en Angleterre avec leur famille, bien évidemment, avant le 1er janvier de cette année et qui vivaient en Angleterre depuis au moins 5 ans. Pour ces gens-là, ils peuvent faire une demande pour ce qu'on appelle le settled status. Et en fait, c'est l'équivalent des cartes de résidence permanente qui leur donnent le droit de vivre et de travailler en Angleterre. Les autres expats qui étaient en Angleterre toujours avant le 1er janvier 2021, mais qui avaient moins de 5 ans dans le pays, et bien pour ces gens-là, ils peuvent demander ce qu'on appelle un pre-settled status, c'est quelque part une autorisation temporaire pour vivre et travailler en Angleterre, le temps nécessaire pour avoir les 5 années et demander le settled status, la carte de résidence permanente. Il faut juste faire attention quand on est dans ce cas de figure-là. Si ces gens-là quittent le pays pour aller travailler une année en France ou ailleurs, au moment où ils décident de revenir au pays, eh ben, c'est comme un nouveau immigré. Donc, du coup, il faudra qu'ils fassent la démarche normale comme tout le monde. Donc, idéalement, s'ils veulent vraiment rester en Angleterre, c'est qu'ils passent leurs 5 ans ici, qu'ils obtiennent leur settled status et après, ils peuvent bouger tranquillement. Finalement,
Les citoyens européens qui ont la carte de résidence permanente, le settled status, pour au moins 12 mois, et ben, ces gens-là ils peuvent postuler pour la citoyenneté britannique. Qu'en est-il pour les travailleurs qualifiés? C'est-à-dire si une entreprise souhaite d'embaucher un travailleur qualifié en dehors de l'Angleterre. Donc, toute personne que vous recrutez en dehors du Royaume-Uni, pour la filière de travailleurs qualifiés, doit démontrer, qu'il a reçu une offre d'emploi d'une entreprise titulaire d'une autorisation administrative, sponsor license, agréée par le ministère de l'Intérieur, le Home Office. Donc, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que l'entreprise qui fait la demande, elle doit elle-même être autorisée à le faire. Donc, on ne peut pas juste embaucher quelqu'un, embaucher un étranger si on n'a pas l'autorisation de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à voir avec le travailleur en soi, c'est-à-dire il doit parler l'anglais avec un certain niveau, au niveau requis. Donc, du coup, il doit passer un certain test, il doit le réussir. À défaut, il ne pourra pas venir en Angleterre. Donc, un minimum d'anglais est requis. On ne demande pas un niveau assez élevé, mais je pense qu'il y a un minimum quand même. L'offre de l'emploi doit correspondre à un certain niveau de compétence. Donc là, on parle à un niveau équivalent de niveau A. Le niveau A, c'est un petit peu le baccalauréat en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sponsorer quelqu'un qui n'a pas le bac ou l'équivalent du bac, au minimum. Et le troisième point, le dernier point, c'est la rémunération. Et donc, pour les travailleurs qualifiés, il faudra les payer au moins 25 600 livres sterling. Ou bien le prix de marché, c'est ce dernier est plus élevé. Donc, si la position pour laquelle vous embauchez, le minimum prix de marché est 30 000, et donc il faudra leur payer au moins 30 000 et pas les 25 600. Si le minimum en Angleterre est de 20 000, et donc il faudra leur payer les 25 600. Le deuxième schéma, en fait, ce qu'on appelle les transferts intra-entreprises ou intra-groupes. Et donc, pour transférer un travailleur d'une filiale étrangère vers le Royaume-Uni, l'entreprise peut faire une demande de transfert intra-entreprise. Et les travailleurs qui se rendent au Royaume-Uni doivent d'abord être munis d'une demande de transfert intra-entreprise réalisée par une entreprise agréée par le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, il faut qu'il y ait la demande de transfert. Et pareil, il doit être faite par la filiale anglaise enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur. À défaut, il ne peut pas. Deuxièmement, il doit avoir au moins 12 mois d'expérience de travail dans une entreprise étrangère liée à l'entreprise britannique qui va l'accueillir. Autrement dit, il doit travailler au sein du groupe en dehors de l'Angleterre, au moins pour une période de 12 mois. Sinon, il ne pourra pas venir en Angleterre. Troisièmement, il faut avoir le bon niveau. Et le bon niveau ici, au niveau académique, ça veut dire qu'on parle de niveau universitaire. Ça veut dire au moins la personne doit avoir l'équivalent d'une licence au Master 1 en France. Et finalement, par rapport à la rémunération, il faudra le payer au moins 41 500 livres sterling bruts par an, ou bien le prix de marché si le prix de marché est plus élevé. Trois remarques par rapport au transfert intra-entreprise. D'abord, l'autorisation est temporaire, elle n'est pas permanente. C'est-à-dire les gens que vous envoyez en Angleterre dans ce cadre-là, ils n'ont pas vocation à rester en Angleterre pour une durée indéfinie. À un moment donné, ils doivent quitter le pays. Deuxièmement, les travailleurs peuvent être affectés au Royaume-Uni à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir, sortir, revenir, sortir. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Néanmoins, ils ne peuvent pas rester au pays plus de 5 ans, c'est une période de 6 ans. Donc, il y a une limite dans le temps. Finalement, il y a une exception, et ça, c'est pour les cadres supérieurs. Et comment on détermine un cadre supérieur? Ce n'est pas une histoire de qualification autre, c'est une histoire de salaire. Donc, dès qu'on paye quelqu'un environ de 74 000 livres par an, il est considéré comme cadre supérieur, et donc il peut bénéficier d'un certain nombre d'exceptions et d'exonérations. La première exception, c'est qu'il n'aura pas à passer 12 mois dans une filiale étrangère du groupe. Donc, il peut venir directement, l'embaucher directement pour venir en Angleterre, donc ça, c'est possible. Et deuxièmement, il peut passer plus de temps en Angleterre, ça veut dire qu'il peut rester jusqu'à 9 ans sur une période de 10 ans. Donc, il y a un peu, c'est le double quasiment d'un transfert, on va dire, simple, d'un cadre normal. Voilà, ça, c'était la fin de la présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à écouter vos questions. Alors, merci encore de votre attention à tous. On a eu deux questions qui se sont manifestées dans la boîte. Une de Béatrice Teillet, à qui j'ai proposé, Youssef, qu'on l'appelle parce qu'il s'agit
la localisation de la prestation, donc il faut qu'on ait un peu plus d'informations. Et une autre question de Madame Sophie Cambet qui porte sur le e-commerce, au moment où tu as parlé d'Amazon. Devons-nous nous acquitter des droits de douane en avance pour nos clients? Y a-t-il un minima sur la valeur marchande pour éviter les frais de douane? Bon, il y a… C'est e-commerce. D'abord, il faut qu'on connaisse… Bien sûr. De toute façon, pour les marchandises, il n'y a pas de droit de douane. La problématique, c'est une problématique de TVA. Donc, vos marchandises, les droits de douane, c'est zéro, quelle que soit la nature de la marchandise. Il n'y a pas de distinction. Il y a quelques particularités quand même, c'est-à-dire les produits agricoles, les produits chimiques, il faut les regarder au cas par cas. Il y a toujours des particularités dans ces domaines-là. Mais le reste, on va dire la majorité des produits, il n'y a pas de droit de douane, c'est 0%. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. La problématique est une problématique de TVA. Donc, si vous faites une vente directe, c'est-à-dire le client il prend le téléphone, il vous appelle pour passer une commande, et ben dans ce cas-là, si la commande dépasse 135 livres, et ben vous avez l'obligation de s'enregistrer à la TVA en Angleterre et facturer la TVA au consommateur anglais et la payer en Angleterre. En revanche, si la valeur est inférieure à 135 livres, encore une fois, c'est l'équivalent de 150 €, il n'y a pas de TVA. Donc, vous n'avez pas à passer à respecter toutes ces règles-là. Après, si vous faites la vente à travers d'une online marketplace, ça veut dire une plateforme de vente en ligne, que ce soit Amazon, eBay, autre, votre propre site internet. Hein, si vous, la vente est faite à travers de votre site internet, c'est la même chose. Dans ce cas-là, le fournisseur n'est pas redevable de la TVA parce qu'il est considéré comme il a fait une opération de B2B, c'est-à-dire c'est une vente d'une personne enregistrée à la TVA vers une autre personne enregistrée à la TVA, qui est la plateforme. Okay? Et dans ce cas-là, donc vous, ça sera une opération à zéro parce que la TVA entre les personnes enregistrées, c'est 0%. En revanche, c'est la plateforme de vente qui aura l'obligation de facturer la TVA au consommateur final. Donc, ce sera Amazon et eBay qui vont facturer la TVA au consommateur final et qu'ils auraient l'obligation de s'acquitter de la TVA ici en Angleterre. Donc, pour résumer, vous n'avez pas de problématique de droit de douane parce que c'est zéro. Et si vous faites une vente à travers des plateformes en ligne, vous n'avez pas de problématique de TVA non plus. En revanche, si vous faites une vente à distance directe, alors là, il faudra s'enregistrer en Angleterre et s'acquitter de la TVA. Toujours sur ce même sujet, Youssef, à quoi correspondent les frais de dédouanement? Je vous en prie, Sophie. Ravi d'avoir… encore une fois, il n'y a pas de frais de dédouanement. Hein. Encore une fois, j'insiste sur ça. Les frais de dédouanement sur les marchandises, c'est 0%. Il y a un cas particulier, il faudra aller regarder encore une fois dans le domaine agricole, mais c'est 0%. Vous parlez plutôt des coûts de dédouanement, en fait. C'est-à-dire qu'il faudra payer l'agent qui va faire les démarches administratives, il faudra payer l'entreprise de fret, il faudra payer les espaces de stockage, parce que parfois, si les démarches prennent du temps, il faudra stocker les marchandises, il faudra louer un endroit. Et donc, ça, c'est un coût des douanements. Et là, c'est vraiment, il faut voir avec les fournisseurs qui offrent ces services-là. Mais il n'y a pas de droit de douane. C'est 0%. J'insiste sur ce point-là. Il y a une particularité. En fait, si je prends l'exemple d'une entreprise britannique qui agit dans le prêt-à-porter et qui fabrique leurs marchandises en Asie, que ce soit l'Inde, la Bangladesh, le Pakistan, on importe, et après, ils ramènent ces marchandises en Angleterre pour les vendre en Europe. Ici, il y a des droits de douane, parce qu'il y a des règles. Il faut qu'il y ait un minimum, un certain pourcentage de valeur ajoutée dans le pays. C'est-à-dire que l'entreprise anglaise, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée en Angleterre. Si le produit a été complètement fait en dehors de l'Angleterre, en Asie, en Chine, on importe, et dans ce cas-là, il y a des droits de douane. Et là, il faut regarder les droits de douane. C'est énorme, c'est compliqué. C'est vraiment ici, c'est codé article par article. On va parler d'une chemise, on va parler d'une table, on va parler d'un abat-jour, et ainsi de suite. C'est pas vraiment on va pas dire bon pour l'ameublement ou bien pour le prêt-à-porter. C'est vraiment identifié article par article. Donc là, il faut rentrer dans la liste publiée par le fisc anglais. Il faut chercher le bon code, il faut avoir le bon taux. Mais si le produit il est fait dans le pays en Angleterre, ou bien il respecte le pourcentage de valeur ajoutée fait dans le pays, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de droit de douane, c'est 0%, donc vous n'avez pas à s'occuper de ça, mais il faudra vraiment regarder votre coût d'export. Toujours sur la question des droits de douane, sont-ils applicables sur les exportations depuis l'Angleterre vers la France? Qu'en est-il de l'origine préférentielle? C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. Si la marche à l'export, il n'y a pas de droit de douane sur l'export d'Angleterre vers la France.
la même chose parce que c'est la réciprocité. Hein. Si on est impose dans de la la douane d'un côté, il faudra réciprocité compte imposer de tenu l'autre. Donc, de l'accord commercial qui a été signé. Absolument. Absolument. En revanche, l'origine est un point important. L'origine est un point important. Donc, il faut regarder l'origine de vos produits, quel pourcentage de transformation, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment, il faut les regarder cas par cas. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des droits de douane. Donc, il n'y a pas de règle générale. Encore une fois, parce que il faut regarder les choses au cas par cas, mais juste garder en tête, si les produits sont faits en dehors de l'Angleterre et qu'ils passent par l'Angleterre pour s'exporter vers l'Europe, ils pourraient potentiellement avoir des droits de douane. Je rappelle que c'est quelque chose qui peut exister aussi dans l'Union européenne pré-Brexit. Hein. On fait des déclarations d'échange de biens, on fait des déclarations de TVA, donc on qualifie aussi le taux de fabrication européen des produits. C'est-à-dire qu'une entreprise chinoise, moi j'ai eu le cas qui aurait simplement une immatriculation de TVA en France pour des questions de douane, son produit ne serait pas estampillé circulation intracom France-Italie. Elle serait bien considérée en France une importation. Donc, c'est des questions qu'effectivement se posent malgré tout, mais là, elles sont toujours plus présentes avec le Brexit. Béatrice Verret, est-ce que ceci répond à votre question? Alors, pour tous, toutes et tous, je vous ai mis dans le chat box l'email auquel vous pouvez écrire vos questions. Nous y répondrons évidemment de manière totalement disponible et gratuite, donc ça fait partie de notre relation hors com. On y répondra par mail si on a suffisamment d'éléments, ou alors on conviendra d'un entretien téléphonique avec Youssef pour étudier le cas d'espèce en direct avec vous. Possible d'avoir un compte-rendu sous PDF? Oui, on vous enverra la présentation évidemment par mail. Je ne vois plus de questions. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. On répondra à toutes vos questions et interrogations. Et je vais juste insister sur un point. Oui, un point, j'ai évoqué déjà dans la présentation, mais encore une fois, le choix de votre entreprise de logistique est primordial dans ce processus-là. Parce que les entreprises qui avaient l'habitude, même de grande taille, des entreprises respectables, mais qui avaient l'habitude de faire que l'Union européenne, ils ne connaissent pas le processus. Parce que c'est un nouveau processus, ils sont en train d'apprendre. Néanmoins, le processus, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre exporter vers l'Europe et exporter vers les États-Unis, par exemple. Donc, une entreprise qui avait l'habitude de faire du grand import, elle connaît ce processus-là. Pour eux, c'est des routiniers. Donc, il faut privilégier ces entreprises-là. Ça, c'est vraiment votre ligne de défense, on va dire la première ligne de défense. Si vous n'arrivez pas, alors bon, il faudra s'attendre qu'il y ait des délais, qu'il y ait des retards, qu'il y ait des problèmes. Mais ce n'est pas la faute des entreprises logistiques parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils avaient une semaine pour maîtriser le système, ce qui n'est pas raisonnable. Le 24, une semaine de Noël en plus, hein, le 24 décembre, on dit bon, écoutez, on a un accord maintenant, applicable à partir du 1er janvier. Et donc, ils sont en train d'apprendre. Et donc, du coup, forcément, il y aura des erreurs, il y aura des retards, il y aura tout ça. Mais à un moment donné, tout ça va rentrer dans l'ordre. En attendant, si vraiment vous tenez à respecter vos délais, allez vers des entreprises qui avaient l'habitude de faire des grands imports. Ouais, ça, c'est évidemment primordial. Bon. Écoutez, je ne vois plus de questions. Anne Mercandbreck, madame, vous aviez posé la question sur les frais de dédouanement. Est-ce que nous avons répondu à votre question? Je ne vous vois pas réagir sur le chat. Encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous dis à très bientôt. Vas-y, Youssef. Oui, juste un dernier point qui est assez important. Là, on a parlé vraiment des règles qui s'appliquent aux entreprises étrangères, mais je pense que ça vaut le coup pour certaines entreprises de penser ou entamer la réflexion sur la création d'une filiale, d'une branche, un succursale en Angleterre. Ça peut être un facilitateur aussi. Avoir une filiale ici, ça ne coûte pas très cher pour la mettre en place. Le management pourrait être fait directement de la France, donc vous n'avez pas l'obligation d'embaucher ou d'avoir des bureaux physiques. C'est vraiment une immatriculation, un enregistrement
il y aura un peu d'obligations à respecter, à déposer des comptes ou des déclarations équivalentes de l'alias fiscale, mais ça ne serait pas lourd à mettre en place et ça ne serait pas coûteux. Et ça serait vraiment un bon levier facilitateur pour vous. Et pour ça aussi, on pourra vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à cette possibilité. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, n'hésitez pas à nous écrire. Et merci. Merci de votre participation. On vous envoie la présentation par mail. Vous aurez ainsi aussi toutes nos coordonnées pour pouvoir nous écrire par la suite. Je vous souhaite à très bientôt. On vous tiendra informé des prochains événements. Déjà au mois de mars, nous avons une date. Ce serait le 10 mars. Nous allons organiser avec le pôle international, donc un représentant pays de chaque implantation de notre pôle. Nous ferons un webinaire multi-pays qui portera sur les mesures en vigueur, certaines réformes fiscales de long terme. En France, on a la loi de finances, on a les différents plans de relance aux États-Unis. Post-élection, les choses sont un peu plus stables maintenant, avec une plus grande visibilité. Donc, on fera un petit tour d'horizon de chacune des particularités pays et on vous enverra l'invitation. Je vous remercie encore de votre participation et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous.